Bonsoir à toutes et à tous. Au sommaire du 20h de ce jeudi, l'ancien président du Bénin et vice-président du Forum des anciens chefs d'État et de gouvernement d'Afrique, Nicofor Soglo, en séjour au Togo, plus précisément à Badou, terre natale de sa mère, a été accueilli par le chef de l'État, Faure Sozimna Gnassingbé, dans la localité. La population lui a également réservé un accueil chaleureux. Dans la foulée, le président Faure Gnassingbé s'est rendu dans les champs de cacao et visité un centre de production de boutures de caféiers. La revue du plan d'action de la gestion des finances 2016 a été rendue publique ce jeudi à Lomé. Revue qui met en exergue le chantier des réformes en cours d'exécution au Togo, ce qui permet d'envisager d'autres projets et programmes pour améliorer les performances économiques du pays. Et puis, dédicace d'un nouvel ouvrage intitulé « Ma culture, ma richesse, les reines mères », un essai écrit par Dorothée Tabiou Ibrahima qui rend hommage aux reines mères du Togo. Voilà pour les titres. L'ancien président du Bénin, vice-président du Forum des anciens chefs d'État et de gouvernement d'Afrique, Nicofor Soglo, en séjour au Togo, plus précisément à Badou, terre natale de sa mère, a été accueilli par le chef de l'État, Faure Sozimna Gnassingbé, dans la localité. La population également a, dans une liesse générale, réservé un accueil chaleureux à l'ancien président béninois. Dans la foulée, le président Faure Sozimna Gnassingbé s'est rendu dans les champs de cacao et a visité un centre de production de boutures de caféiers. Idem Sosupo. Après plus de 30 ans, Nicéphore Dieudonné Soglo, ancien président béninois, vice-président du Forum des chefs d'État et de gouvernement d'Afrique, retrouve la terre de sa mère. Badou l'a vu grandir et pour lui, ce retour constitue un pèlerinage. Le chef de l'État, Faure Sozimna Gnassingbé, s'est également rendu dans la localité pour l'accueillir. Vive émotion ici à Badou. Nicéphore Soglo n'a pas manqué de féliciter le président Faure Sozimna Gnassingbé pour sa politique des grands travaux qui a permis de rénover la route pour accéder à la localité. À Badou, le président Faure Sozimna Gnassingbé a visité les champs de cacaoyers. La préfecture de Wawa est l'une des 8 préfectures dans lesquelles sont produits actuellement 10 556 tonnes de café cacao, soit 33,89% de la moyenne nationale. Un tour dans ce champ de variétés hybrides a permis au chef de l'État d'apprécier son rendement, 600 kg par hectare. Les deux secteurs sont en pleine expansion. À Azafi, le président de la République a visité le centre de production de matériel végétal, notamment les boutures de caféiers. Il a une capacité de production de 400 000 tonnes de boutures par an. Le gouvernement togolais est déterminé à mettre en œuvre les réformes de la gestion des finances publiques. Celles en cours d'exécution ont permis d'améliorer les performances économiques du pays au cours de ces dernières années grâce à une meilleure politique économique et surtout à l'assainissement des finances publiques. La revue de performance du plan d'action de la gestion 2016 des finances vient d'être publiée ce jeudi à Lomé. En savoir plus avec Rufine Komaklo et Soham Teutou. Qui ne mesure pas n'avance pas, dit-on souvent. Le gouvernement qui a engagé des réformes tous azimuts en vue d'une meilleure gouvernance des affaires publiques s'est fixé 2 revues chaque année pour évaluer la performance des réformes en fin juin et à la fin de l'année. L'exercice actuel consiste à évaluer le deuxième semestre de 2016, une évaluation qui prend en compte la formation des acteurs sur la nouvelle méthodologie basée sur la valeur acquise. Cette valeur acquise, qui est cette nouvelle formule, c'est de savoir est-ce que les réformes ont été faites dans les délais, est-ce que ces réformes ont coûté au prix qu'il a été convenu, ou ça a coûté plus cher, et est-ce que tout ce qui a été prévu a été réalisé dans l'intérêt général. Pour 2016, sur 114 activités programmées, 15% sont jugées performantes, 25% ne le sont pas. Quant aux 102% des activités restantes,
et n'ont pas pu être évaluées pour des raisons d'absence de planification, de suivi, évaluation ou de mauvaise estimation des coûts. Ces difficultés seront corrigées avec la mise en place en cours des cellules de planification et de suivi-évaluation dans chaque ministère pour que le Togo continue d'enregistrer des progrès comme on peut le constater au niveau des indicateurs, du budget et de la masse salariale. En 2006, quel était le niveau des recettes au Togo? Le budget ne dépassait pas 200 milliards. Aujourd'hui, de 2006, on est au budget 2016, on est à 1000 milliards et au-delà. Si vous prenez la masse salariale, en 2006, la masse salariale ne dépassait pas, c'est-à-dire ce que le gouvernement utilise pour payer les fonctionnaires, ne dépassait pas plus de 60 milliards. Aujourd'hui, la masse salariale est au-delà de 180 milliards. Il y a eu des évaluations qui ont été faites et à partir des recommandations, le gouvernement a mis en place des organes pour prendre en compte ces recommandations. Ce qui a été fait, ça va être passé en revue lors de cet atelier et lors de l'atelier national qui va se tenir la semaine prochaine. Les premières réformes ont démarré en 2006. 10 ans après, il est question de voir quels sont les acquis et quoi envisager pour l'avenir. D'ores et déjà, pour l'efficacité et l'efficience des budgets programmes, le secrétaire permanent pour le suivi des politiques des réformes et des programmes financiers, Mongo Ahar, a plaidé auprès de la représentante de la délégation de l'Union européenne pour des modules de formation sur la planification qui reste un défi à relever dans les différentes administrations. Et avec la conviction que c'est l'économie qui gouverne le monde et la BCEAO, fidèle à ses devoirs, a présenté aujourd'hui les comptes extérieurs du Togo au titre de l'année 2015. Cet exercice a montré des déficits, d'où l'urgence de diversification de l'économie nationale afin qu'elle soit plus compétitive sur le plan international. Des précisions de Ekouissala et Mathias Touglou. C'est un exercice qui régulièrement vient éclairer l'opinion publique sur l'état des lieux en matière d'échanges commerciaux. En général, le constat est net. Au niveau de la balance de paiement demeure un déficit, comme chaque année. Pas de changement structurel. La balance des paiements enregistre un excédent de 114 935 millions contre un déficit de 76 490 millions en 2014. Et le déficit s'est encore aggravé en 2015, mais cela peut s'expliquer par le fait que en 2015, un peu comme en 2016, on verra ça plus tard, il y a eu des importations massives de biens d'équipement. Parce que, comme vous le savez, le Togo s'est engagé dans un processus de développement des infrastructures de base. Et ces infrastructures de base-là impliquent qu'il y ait des importations d'équipements. Le compte financier 2015 a enregistré des entrées nettes de capitaux à hauteur de 225 472 millions contre des sorties nettes de 9 845 millions en 2014, en ligne avec l'évolution des investissements directs. S'agissant de la position extérieure globale nette, elle a enregistré un repli de 80 207 millions avec un solde net de 389 439 millions un an plus tôt en raison principalement de la progression des engagements au titre des autres investissements, en particulier les prêts et les crédits commerciaux. Il est temps qu'on puisse diversifier les produits que nous exportons et aussi et surtout qu'on puisse transformer sur place une partie des biens que nous produisons. Et ceci nous paraît important. Nous pensons aussi que le secteur privé doit pouvoir développer des stratégies concurrentielles, doit pouvoir chercher à adapter son offre à la demande au plan international, doit pouvoir chercher à faire en sorte que les produits qui sont commercialisés au plan international répondent à la qualité. Face à ces chiffres, plusieurs recommandations ont été faites afin que la tendance soit renversée dans les années à venir.
Le Togo opte pour le marquage des armes légères et de petit calibre. Des actions ont été menées dans ce sens. Un autre projet d'appui au marquage, à la réhabilitation de magasins et à la destruction des armes, munitions et autres matériels connexes est lancé, ce qui fait suite aux précédentes opérations et dans la logique de solutionner les problèmes de stockage des armes légales et de procéder à la destruction des armes et munitions saisies. Badaria Tchakala, Medina Salami. Réduire la prolifération et le trafic illicite des armes légères et de petit calibre demeure pour les États un défi pour la préservation de la paix et la sécurité. Pour y faire face, le Togo, avec l'appui du Centre régional des Nations Unies pour la paix et le désarmement en Afrique, a élaboré et mis en œuvre plusieurs actions, dont le marquage et l'enregistrement des armes au Togo. 9064 armes ont été ainsi marquées en 2014. Le processus se poursuit ce jour avec le projet d'appui au marquage, à la réhabilitation de magasins et à la destruction des armes. Cette initiative du gouvernement togolais est à saluer. Pourquoi? Parce que c'est un des rares pays qui a décidé d'utiliser ses moyens, propres moyens, et essayer de trouver l'appui des opérateurs économiques locaux pour faire ce processus de marquage, qui est un processus, comme vous avez vu dans les présentations, important pour aider à la traçabilité des armes perdues. Avec ce projet, pour le Togo, les marquages seront faits et une base de données fiable sera établie. Et ça va, si le Togo le fait, le Ghana le fait, la Côte d'Ivoire le fait, le Nigeria le fait, au moins en Afrique de l'Ouest, nous serons, je dirais, un peu plus rassurés. Ce projet appelle aussi à la sensibilisation de la population et à la formation du personnel des forces de défense et de sécurité. Il prend donc en compte les armes détenues par l'État. Le projet de 2014 ne s'est intéressé qu'au marquage des armes détenues par la population civile, en laissant de côté celles détenues par l'État. Ce processus, pour être complet et plus efficace, doit prendre en compte toutes les armes en circulation dans notre pays, qu'il s'agisse des armes civiles ou de guerre. C'est l'une des raisons, parmi tant d'autres, et la principale nouveauté qui justifie le présent projet. De façon plus spécifique, ce projet vise essentiellement à évaluer l'état de gestion des stocks d'armes et munitions, contribuer à l'utilisation par le gouvernement togolais des standards internationaux de marquage et de gestion des armes conformément aux instruments juridiques en la matière, notamment la convention de la CEDEAO sur les armes légères et de petit calibre. Réhabiliter et sécuriser les magasins servant de stockage d'armes et munitions. Promouvoir le marquage des armes des forces de défense et de sécurité et poursuivre le marquage de celles détenues par la population civile. La mise en œuvre de ce projet permettra de moderniser l'action des forces de défense et de sécurité dans le contrôle et d'améliorer ostensiblement la lutte contre la circulation et le trafic illicite des armes légères et de petit calibre dans notre pays. Il s'agit donc pour les États, à travers la mise en œuvre de ce projet, de respecter l'application de la Convention de la CEDEAO portant sur la réduction du trafic illicite des armes légères et de petit calibre et la prolifération des armes dans la sous-région et au renforcement des institutions nationales compétentes. Le HCRON au commissariat à la réconciliation et au renforcement de l'unité nationale est en tournée de sensibilisation dans le contexte de réparation des dommages liés aux violences politiques qu'a connu le Togo de 1958 à 2005. Une tournée pour expliquer aux populations les mécanismes d'indemnisation. L'étape de la préfecture des Lacs avec Ramdan Bassina. De toutes les victimes recensées par la CVGR, il est prévu différentes sortes de réparations conformément aux préjudices subis. Voilà le message que le HCRON a apporté aux populations du Bamono, de Vaud et des Lacs, tout en leur rappelant l'option faite par les victimes elles-mêmes, la justice transitionnelle. Une justice qui prône la compréhension mutuelle, le pardon avec pour finalité un pays en paix avec lui-même. Ici, le message semble bien passé et l'on croit déjà qu'un nouveau contrat social est possible pour que plus jamais de telles violences ne se répètent. C'est à cause de mon enfant que je suis venu.
Oh, mon enfance, c'était en 1993, Flo Jardin. C'est là qu'on l'a fusillé. Il a eu 4 balles. Ce que moi je crois que c'est à tous les victimes qu'on va satisfaire. C'est l'occasion de remercier le Ashkrun pour cette tournée de sensibilisation et d'information. Parce que nous avons constaté que jusqu'à maintenant, les idées ne sont pas assez claires dans la tête des Togolais. Et nous pensons que cette tournée va vraiment éclairer les esprits. On ne peut pas bâtir notre pays s'il n'y a pas la paix. On ne peut pas bâtir notre pays s'il n'y a pas la confiance entre nous, les fils de ce pays. Et je crois que la démarche entreprise en ce moment est la bienvenue et permettra aux Togolais de cesser désormais par se combattre et de livrer plutôt un combat pour le développement de notre pays. Pour la présidente du Ashkrun, Awanana Daboya, chaque citoyen est appelé à jouer sa partition pour ériger le Togo vers des lendemains meilleurs. Quant à la phase d'indemnisation proprement dite, tout est fin prêt. Le chemin est long, mais nous y sommes parvenus. Ceux qui n'y croyaient pas aujourd'hui savent qu'ils sont obligés d'y croire. C'est effectif. On va entrer dans la phase de réparation. On y est déjà et les indemnisations vont venir symboliquement, mais c'est significatif. C'est ça même le sens. Et en voyant les populations ici de Maritime Est sortir aussi nombreux, nous sommes ravis. Nous passons maintenant le relais aux membres des comités de paix qui vont aller donc dans les préfectures. Donc en juin déjà, on va organiser leur formation. Pour mener à bien cette séance d'information et d'échange, des émissions radio télévisées synchronisées ont été organisées. Ceci afin de toucher le maximum de personnes dans la région maritime Est. Et deuxième étape de la tournée de sensibilisation de la présidente du Ashkrun et de sa délégation ce jeudi. C'est la préfecture du Golfe qui a été ciblée. Les enjeux du processus des réparations et de la justice transitionnelle ont été abordés en vue de la phase des indemnisations proprement dite. Ramdan Bassina. Le Ashkrun, sur la base des recommandations de la CVJR, prône le pardon, la tolérance et la cohésion sociale. À cette étape de la préfecture du Golfe, les cantons d'Aflao-Gakli, Aflao-Sagbado et Baguida ont été la cible de cette rencontre d'échange et d'information. Ceci dans le contexte du processus des réparations et des enjeux de la justice transitionnelle. Prêtresse les confédérations nationales des... En tant que prêtresse, je me réjouis que le Ashkrun a inscrit la question de la purification dans son programme. Il le faut pour tourner une nouvelle page de notre histoire. J'ai suivi un peu les questions des gens. J'ai compris que le cœur de l'homme, il a besoin toujours d'être consolé. Et j'ai pris que les responsables puissent avoir des mots, des paroles consolantes pour les apaiser. Voilà ce que moi j'ai reconnu. Bien sûr que on ne peut pas remplacer la perte d'une personne par quoi que ce soit, mais au moins à partir de là on trouve l'apaisement et la cohésion nationale est assurée à partir de cela. Donc nous appuyons en tant que des musulmans cette démarche. Et nous demandons à chaque fois qu'Allah assiste notre gouvernement et les membres de Ashkrun. Le Togo a besoin de tous ses fils et filles pour son développement. Et les violences répétitives, les rancœurs ne sont pas de nature à réconcilier les Togolais. D'où la nécessité d'amener les Togolais à se pardonner, à s'accepter. Nous pensons que le message est passé dans la mesure où tous ces intervenants ont, disons, délivré le message que le Ashkrun a préparé. Et à la suite de ces interventions, les populations, les participants qui sont sortis en très grand nombre ont posé des questions auxquelles les intervenants ont répondu. Donc nous pouvons dire que le message étant passé et que des personnes ont réagi par rapport à ce message en voulant comprendre des zones d'ombre qui n'auraient pas comprises, eh bien on peut dire que ce message est passé.
Agriculture et la promotion de la filière soja au Togo, producteurs, transformateurs et exportateurs sont en session de formation sur les normes de qualité et les procédures administratives à l'exportation, ce qui leur permettra d'offrir des produits de qualité qui répondent aux normes et standards internationaux. Gérard Lagoudou. La démarche qualité est l'une des exigences prônées par l'Organisation mondiale du commerce dans tous les secteurs de production. Parmi les filières à fort potentiel agricole de création de la valeur ajoutée, le soja a été identifié. En dépit des opportunités d'emploi et de réduction de la pauvreté qu'elle offre, la filière soja se caractérise par la faiblesse de l'organisation des acteurs et surtout le non-respect des normes de qualité, un aspect capital de la compétitivité dans le contexte des exportations. En matière de normes, nos pays, notamment les pays les moins avancés, ont beaucoup de problèmes. Le respect des normes commence déjà à partir de la production, donc à partir du champ, à partir de la mise en emballage et aussi à l'exportation. Mais malheureusement, les acteurs de nos filières agricoles ne connaissent pas bien ces normes qui sont exigées au plan international. D'où la nécessité d'outiller les acteurs du dit domaine sur la nouvelle donne. Ici à Théviers, les producteurs de la filière soja s'approprient les normes de qualité et les procédures administratives à l'exportation du soja. Ils sont issus des régions maritimes, des plateaux et centrales. La bonne qualité, ça commence dès la production jusqu'à la récolte. Donc, tous ces processus, il faut le mettre au point. Ensuite, permettre aux exportateurs de maîtriser toute la procédure, le conditionnement, les papiers administratifs et tout ce qu'il faut avant la mise sur le marché international. Cette rencontre de 2 jours est une initiative du ministère en charge du commerce qui veut soutenir la filière soja tant dans la recherche et la production que dans la transformation et la commercialisation avec l'appui financier du secrétariat de mise en œuvre du cadre intégré. Journalistes des médias publics et privés s'engagent à promouvoir le droit à une alimentation adéquate. Pour y parvenir, ils ont jugé bon de se constituer en réseau. C'est avec l'appui technique et financier de la FAO, Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. Reine Tchédré et Clarisse Atticlet nous en disent un peu plus. Les professionnels des médias veulent contribuer à la promotion du droit à une alimentation adéquate au Togo. Pour y arriver, et conformément à l'une des recommandations issues du diagnostic sur le droit à l'alimentation réalisé en 2015 au Togo, ils se sont constitués en réseau. Une initiative appréciée et appuyée par la FAO qui trouve en ce réseau un véritable cadre de promotion des activités liées à la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Le réseau qui sera constitué se veut un réseau qui servira d'un bon relais sur toutes les questions de sécurité alimentaire au Togo. Vous savez que le pays fait beaucoup d'efforts sur cette question, mais si on ne va pas vers les acteurs, si on n'informe pas davantage, ça pénalise aussi le pays sur un certain nombre d'aspects, même vis-à-vis de l'extérieur. Quand on fait les scores, les indicateurs, il faut qu'on en parle, qu'on publie, que tout le monde sache ce qui est bien, ce qu'on doit améliorer. Et cela participe aussi à la construction du pays. C'est à travers le projet Intégrer le droit à une alimentation adéquate et la bonne gouvernance au sein des législations et institutions nationales. Une cinquantaine de journalistes venus des différentes régions ont pris part à cette assemblée générale et constitutive. Ils vont procéder à l'analyse et à l'adoption des tests du réseau. Les activités seront soldées par la mise en place d'un bureau définitif en remplacement du comité provisoire qui coordonnait les activités du réseau.
À l'étranger, en bref, au Burkina Faso, 400 millions de francs CFA ont disparu au niveau du fonds d'entretien routier, une faute commise par la direction financière et comptable du fonds et une mesure disciplinaire a été prise à son encontre, a affirmé Éric Bougouma, ministre des Infrastructures, à la sortie du Conseil des ministres du 17 mai dernier. Selon le ministre, toujours, c'est suite à une condamnation de la Cour d'appel de Ouagadougou que le fonds a été appelé à payer plus de 401 millions de francs CFA à la Société Générale Burkina Faso. Ceci conformément aux dispositions de l'acte uniforme relatif à la procédure de recouvrement forcé. Aux États-Unis, Donald Trump dénonce une chasse aux sorcières. Le président américain a nommé Robert Mueller procureur spécial. Cet ancien chef du FBI a eu une mission délicate, enquêter sur une éventuelle collusion entre des proches de Donald Trump et la Russie. Accueilli par des manifestants à chacun de ses déplacements, comme ici dans le Connecticut mercredi soir. Donald Trump ne s'attendait pas en revanche à la surprise annoncée quelques heures plus tard. La surprise s'appelle Robert Mueller. L'homme va enquêter sur les liens entre la Russie et la campagne électorale du président américain. Il obtient les pleins pouvoirs selon la lettre qui fixe ses prérogatives. Les investigations devront s'intéresser à l'ingérence russe dans la présidentielle, mais aussi à tout autre sujet qui découlerait de l'enquête. Un champ de recherche potentiellement explosif. Je pense que c'est la grande crainte de beaucoup dans l'administration Trump, que l'enquête ne soit pas restreinte, qu'elle devienne comme une pieuvre, tentaculaire. Le choix de Robert Mueller fait la quasi-unanimité aux États-Unis. L'homme est respecté, il est parmi ceux qui sont restés le plus longtemps à la tête du FBI, à la fois sous la présidence de George Bush et celle de Barack Obama. Les démocrates se réjouissent et les républicains saluent aussi la nomination. C'est un homme intègre qui peut compter sur un support et un respect des deux partis. Je pense vraiment qu'il est le bon choix. Même Donald Trump fait mine de se réjouir de cette nomination surprise. Dans un communiqué, le locataire de la Maison-Blanche se dit impatient que cette affaire se conclue pour, selon lui, prouver qu'aucune collusion n'a existé avec des responsables russes. Aujourd'hui, la thèse d'une destitution du président reste largement improbable. Dès hier, pourtant, un premier élu républicain avait osé évoquer la question publiquement au Congrès. C'est aujourd'hui la journée internationale des musées. Elle est célébrée autour du thème musée et histoire douloureuse, dire l'indicible dans les musées, thème qui met en évidence le rôle essentiel des musées comme promoteurs de la libre circulation des idées et des connaissances contribuant à une société plus éclairée. Des rencontres sont organisées à ce propos au Togo. Julie Katkana, Rachel Aoukou. La traite négrière fait partie des tragédies que le Togo a vécues avant la période coloniale. Un temps fort de son histoire revisité ici en images. Des clichés qui présentent la rivière des esclaves, un lieu de rencontre entre les esclavagistes du nord et du sud Togo. Voici le sanctuaire du dieu de la forge. Il a servi d'atelier de marquage des esclaves avant leur départ. Parmi les images, on peut noter également la maison qui servait d'entrepôt pour les esclaves. Autre élément marquant, les chaînes des esclaves et cette sculpture. La traite négrière et l'esclavage remontent au XVIe siècle pour certains pays. Mais dans notre pays, c'est au début du XIXe siècle que la traite a été vraiment exécutée avec ampleur et cette traite était clandestine. Elle a laissé quoi? Une histoire douloureuse. Que faut-il faire pour que les traces, les vestiges laissés puissent être valorisés, puissent nous donner des leçons pour qu'on ne recommence pas. Si cela était très mauvais, ou bien si nous sentons que les nôtres ont vécu selon une injustice, nous devons faire quelque chose pour que les générations présentes puissent s'approprier l'événement et enrayer le mauvais côté de nos rangs. À côté de ces souvenirs douloureux, les objets d'art de la culture togolaise. Les œuvres, 1056 au total, sont bien gardées afin de sauvegarder le patrimoine culturel togolais. Notre musée est un musée à la fois ethnographique et historique. Du coup, il comporte les objets qui appartiennent à 80% des ethnies qui composent le Togo.
et ensuite des objets ayant trait à l'histoire du Togo, en passant par l'esclavage et la colonisation jusqu'aux indépendances. Par rapport aux objets ethnographiques, nous passons des objets en fer, la poterie, les objets en bois, en peau d'animaux. On peut découvrir des lieux de mémoire que nous avons sur Kakemono. Il y a également les traités d'abolition de la traite et aussi la photo d'une des cannes que la reine Victoria, la reine d'Angleterre, a envoyée en 1852 au roi de Gunkopé, de Gilidji et d'Agbodrafort pour leur encourager à interdire la traite négrière. Le musée est ouvert tous les jours ouvrables de 8h à 12h et de 14h30 à 17h30. Les citoyens sont invités à faire un tour afin de revivre l'histoire du Togo. La diaspora togolaise des années 1960 à nos jours, un ouvrage qui analyse la diaspora togolaise à travers un état des lieux, son histoire récente notamment. Il est également abordé dans ce livre les contextes culturels, économiques et historiques pour illustrer les conditions d'émergence de la diaspora togolaise et l'état de ses relations avec les pays d'origine. Il y a eu aussi une exposition sur l'immigration illégale juste après la dédicace de ce chef-d'œuvre signé Christian Agbobli. Aïcha Ziebrou, Lucassi, Christine Petekialoude. La diaspora togolaise des années 1960 à nos jours, une nouvelle œuvre dans les rayons de la littérature. Elle analyse non seulement l'histoire, la répartition géographique et l'apport de la diaspora dans le développement économique du Togo, mais aussi son contexte culturel. Le livre examine également les différentes raisons de l'émigration et le nombre de Togolais qui vivent à l'étranger. Écrit dans un langage clair et concis, l'ouvrage est subdivisé en 5 chapitres avec une dimension affective. Ça fait longtemps qu'au Togo, on parle de la diaspora togolaise. La diaspora togolaise elle-même, elle est active, très présente. Et donc l'ouvrage, ce qu'il faut retirer de cet ouvrage, c'est de savoir où vit cette diaspora, combien y a-t-il de Togolais dans la diaspora. Et il y a plusieurs types d'attentes du Togo envers la diaspora et de la diaspora envers le Togo. Je pourrais commencer par le Togo envers la diaspora. Le Togo souhaite que cette diaspora n'oublie pas son pays d'origine et continue à investir dans le pays pour l'aider à sortir du sous-développement. Du côté de la diaspora, eh bien, ses attentes, c'est à la fois de dire avoir un droit de vote et puis aussi pouvoir investir économiquement dans le pays. Une partie de la communauté togolaise qui réside hors des frontières du Togo y est par l'émigration illégale, un phénomène qui déçoit le plus souvent les aventuriers en quête d'une vie meilleure. Le sujet a fait ici l'objet d'une exposition photographique dénommée le prix de l'aventure. Ils sont en train de ressortir les difficultés liées à l'immigration aveugle que nos frères et sœurs sont en train de faire à travers les pays limitrophes et même au Moyen-Orient et même en Europe. Le message véhiculé par ces 10 œuvres rejoint en partie les idées contenues dans l'œuvre dédicacée. Premier livre a dressé un portrait exhaustif de la diaspora et ses attentes. Il est produit par le Togolais Christian Agbobli, professeur titulaire au département de communication sociale et publique de l'Université de Québec à Montréal. Un autre livre dédicacé ce jeudi, Ma culture, ma richesse, les reines-mères, écrit par Dorothée Tabiou Ibrahima. C'est un essai qui rend hommage aux reines-mères du Togo, particulièrement dans le sud. Emmanuel Kalgora, Clarisse Attiqué. Écrit en 84 pages et structuré en 8 chapitres, cet ouvrage publié aux éditions Aoudi rend hommage aux reines-mères, ces femmes qui ont un rôle prépondérant dans la gestion des ressources humaines d'un village donné. Les reines-mères représentent une entité ayant donc son individualité aux côtés de la chefferie traditionnelle. Le livre met en relief le quotidien de Mama Sika Awo-3, reine-mère d'Agou à Kumaou dans le Cloto. Les reines-mères, c'est un thème qui peut intéresser la gente féminine. Alors je me suis lancée dessus et c'est depuis 5 ans que j'ai mené la recherche parce qu'elle a été difficile et parce que c'est compliqué d'entrer dans ce sillage culturel, traditionnel, c'est très compliqué, mais par la grâce de Dieu, j'ai travaillé et bien travaillé d'ailleurs
avec Maman Sika, et c'est elle qui fait l'objet du livre. Je voulais dans le temps que ce soit un roman, mais avec les recherches sur le terrain et la réalité sur le terrain, nous avons changé un peu et c'est devenu un essai. Et tout ce qui a été dit dans l'ouvrage est vérifiable sur le terrain. Je me suis contentée de développer dans l'ouvrage ce qui peut intéresser réellement les femmes et les jeunes filles pour qu'elles se disent « Ah, nous avons quand même des femmes leaders au Togo, nous devons aller à leur découverte et pourquoi pas les prendre en exemple ». L'auteur fait apparaître dans l'ouvrage certaines difficultés dans la définition du rôle de la reine-mère, d'où cet appel à définir le statut des reines-mères afin d'éviter d'éventuelles confusions des missions autour de la chefferie traditionnelle. Nous assistons avec satisfaction le travail que font les reines-mères. Mais les reines-mères, nous n'avons pas leur statut formel dans notre administration. Donc aujourd'hui, nous lançons appel. Nous invitons à ceux qui écrivent, que ce soit les journalistes, les historiens, les écrivains, d'approfondir la réflexion sur le statut des reines-mères. Et c'est à l'État de consacrer, si les reines-mères, aux côtés des chefs traditionnels, existent et que ça apporte beaucoup à nos valeurs, c'est comme ça que nous allons méditer sur ce que c'est que les reines-mères, ce que font les reines-mères, leur rôle, leurs prérogatives et tout ce que les reines-mères font comme pour le développement de la cité. Le dernier livre en date de Dolib Tabiou, préfacé par Togbu et Goutété 11, chef canton de Tavier, devient ainsi un document de référence au point de vue historique, sociologique et anthropologique. L'ouvrage fait donc référence à la procédure de désignation, d'intronisation, du profil et de la reconnaissance d'une reine-mère. Dolib Dorothée Tabiou est journaliste. Elle a été présentatrice de journaux télévisés à la TVT. Chargée actuellement de la communication à la Cour des comptes du Togo, elle est à son 6e ouvrage. Jeudi, et nous retrouvons Claude Ama à travers la page des sports. Claude, bonsoir. Bonsoir, Nadège. Le président de l'AS Togo Port n'est plus. Nadège, c'est ce matin que M. Boupessi Essoyaba, président de l'AS Togo Port, a rendu l'âme suite à une maladie. Si nous pouvons donc avoir les images de l'UNIS disparu, la division des sports de la télévision togolaise présente ses condoléances à la famille éplorée et à l'AS Togo Port. Avant son décès, sa formation, actuel leader du championnat national de première division, s'est séparée dos à dos avec Semassi, un but partout, hier au stade municipal de Lomé lors de la 24e journée. Martin Sandani, Mankoubi. Dans ce duel sans merci, les guerriers de Tchaldo étaient venus en conquérant et non en victimes résignées. Et pour preuve, une première tentative de Sozina Féchal à la 11e minute pouvait leur offrir l'ouverture du score, mais celui-ci cadre mal sa frappe. 25e minute, le même Sozina Féchal frappe à bout portant une balle mal appréciée par le goal Ludovic Abochi qui finit sa course dans les filets. 1-0 en faveur de Semassi, score à la pause. À la reprise, la réaction de l'AS Togo Port ne s'est pas fait attendre. Sur un coup de pied arrêté de Gazozo Koku, Seonu Kodjo surprend le goal Yakubu Nourundine d'une tête plongeante. À un but partout, les deux formations se donnent à fond, mais le marquoir ne change pas, au grand bonheur des porteurs qui caracolent toujours en tête du classement. Les autres résultats de cette 24e journée, Adapan Fouadan dicte sa loi à Kotoko, battu 2-0. Akara, Bikinti et Gomindo se partagent les points, 1 but partout. À Sokode Unisport domine Dito, 1-0. Même score à Chamba en faveur de Koroki face à Asko. Agaza épingle Ange au stade d'Agoué, 1-0. Et puis à Blogame, AS Auterre, Maranatha, 2-1. De la boxe pour poursuivre le projet Year of Africa a démarré ce matin dans notre capitale.
Initié par la Confédération africaine de boxe, ce projet qui s'étend sur 4 jours a débuté par une formation des encadreurs techniques et autres acteurs du noble art. Lamine Koko Konaté. Cette session de mise à niveau à la fois théorique et pratique réunit près de 80 professionnels de la boxe togolaise, béninoise et ghanéenne. La démarche s'inscrit dans le projet Year of Africa 2017. Une genèse d'histoire m'amène à vous expliquer profondément comment est-ce que l'idée est née. Nous étions à Grand Bassam en 2015, juste après donc, le coup de feu sur les Ivoiriens. Nous avons cru, en ma qualité donc, de président de la Confédération africaine de boxe, j'ai dépêché le président mondial pour qu'on aille déposer une gerbe de fleurs à Grand Bassam en Côte d'Ivoire. C'est là où l'idée est venue que nous devons donner un peu de baume dans le cœur des jeunes pour leur dire que ça ne devait pas arrêter le sport. Au-delà de cette idée, Year of Africa constitue une plateforme de promotion du noble art à la base. Mais nous avons pu, en ma qualité, identifier les besoins de l'Afrique. En termes d'identification, nous avons vu qu'on n'a pas d'arbitre qualifié. Nous n'avons pas de juges qualifiés, nous n'avons pas de coach qualifié, nous n'avons pas de ITOs. Il y a beaucoup de rubriques qui manquent. Ça fait que le Togolais ou l'Africain est rare dans les compétitions, sauf à la limite les Maghrébiens. On a des cours pour remonter donc, le niveau de ceux-là qui, entre-temps, avaient une certaine expérience. On est en train d'apprendre aux jeunes qui sont désireux de venir à la boxe. La formation se poursuit ce vendredi au siège du Comité national olympique du Togo. Elle sera suivie samedi d'une caravane à travers les artères de Lomé. Et l'apothéose est prévue dimanche à la plage avec des démonstrations dans un ring ambulant. Au 4e jeu de la solidarité islamique de Bakou 2017, les athlètes togolais qui ont compéti hier n'ont pas su réaliser leurs exploits. Si les 2 athlètes en 200 mètres ont pu atteindre les demi-finales, les 2 autres en tennis de table se sont arrêtés en 8e de finale. De Bakou, notre envoyé spécial Jean Kofi est dit. PC Prena et Fabrice Dabla n'ont pas pu disputer la finale des 200 mètres. 21 secondes 69 pour Fabrice et 25 secondes 46 pour Prena. Des performances en deçà des attentes. La performance n'est pas bonne, il faisait très froid, encore avec la fatigue, c'est pour cela. Mais je remercie Dieu de m'avoir aidé à aller demi-finale. Prochainement, je vais aller finale par la quatrième. Je vais continuer à s'entraîner, à me battre, parce que mon objectif n'est pas encore atteint. En tennis de table, catégorie senior, Maousi Agwetoglu a eu raison du Pakistanais Qureshi Muhammad 4-7-0, 11-2, 11-7, 13-11, 11-3. Quant à Désiré Akakpo, il a renversé Nassim Mohamed de la Moldavie, pourtant favori de la bataille. Dominé 3-7-0, 9-11, 7-11, 6-11, Désiré est parvenu à l'emporter 4-7-3, 14-12, 11-6, 11-8, 12-10. Tous deux ont ainsi décroché le billet des 8e de finale, l'étape où ils seront désarmés par des adversaires mieux classés au plan mondial. Bakou a été une expérience très riche pour nos joueurs, de par la qualité des joueurs qui sont présents. Plusieurs joueurs du top 100 mondial du tennis de table sont à Bakou, donc c'est une très riche expérience pour nous. Après Bakou, Agwetoglu ira défendre le Togo au prochain championnat mondial du 29 au 5 juin à Düsseldorf en Allemagne. C'est à notre niveau, mais je vais donner tout et on verra. L'essentiel c'est déjà sortir de poule et après essayer d'aller chercher, de rentrer dans le tableau final et voir ce que ça va donner. La dernière discipline où le Togo aura à compétir est le Zourkhané, programmé pour ce 21 mai, où l'athlète Karka Arabama aura à démontrer son savoir-faire. Nadège, c'est tout pour la part des sports de ce soir. Rendez-vous samedi dans Sport et Détente. Merci Claude. Et ainsi prend fin ce journal. Merci de votre fidélité. Le journal de nuit vous sera présenté par Prudence Azissou. Je vous souhaite une très belle soirée. Au revoir.